tiens à remercier les associations de la plateforme, tout d'abord, et en particulier Mariama Keita, qui fait partie de ces personnes de l'ombre qui œuvrent tous les jours pour améliorer l'économie et pour qu'elle soit plus solidaire, notamment vis-à-vis des pays du Sud. Et je remercie bien sûr de pouvoir me donner la parole, notamment donc sur un cas de criminalité bancaire où les enjeux géopolitiques se sont également mêlés. C'est le cas de la BCCI, la Bank of Credit and Commerce International. Donc c'est un cas qui a eu lieu dans les années 70 jusqu'aux années 90, mais qui va garder toute sa modernité, vous allez voir. Donc dès sa naissance, en fait, cette banque en 1972, c'est une banque où, bien sûr, rétroactivement, on se rend compte qu'elle avait exclusivement un objectif criminel. On ne parle pas ici d'une petite banque isolée, mais d'une des plus grandes banques mondiales qui, pendant pratiquement un peu plus de 2 décennies, elle a atteint la 7e place à son apogée, avant sa disparition donc, dans les années 90. Donc c'est la preuve en fait qu'à grande échelle, un système financier, dont à l'époque surtout on réclamait moins de régulation, peut donner naissance à une criminalité systémique et non pas à la marge comme on peut parfois le penser. Donc cette banque, si on revient un petit peu sur sa création, est l'œuvre d'un Pakistanais, Agha Hassan Abedi. Donc cette banque née en 1972 et s'enregistre dans des paradis fiscaux, au Luxembourg et puis aux îles Caïmans. Et la majeure partie de son activité se déroule à la City, bien connue pour sa relative faible régulation. Donc cette banque a été à la pointe de tout un florilège, on va le voir, de crimes financiers. Donc on passe au pot de vin, au prêt fictif, à la corruption, à l'évasion fiscale, au trucage de comptes. On a également du détournement d'argent des clients, on a le financement de trafic d'armes, violation d'embargo, blanchiment d'argent du crime organisé, on va tout avoir. Et comment est-ce qu'elle permet de mener ces activités? À l'origine, la banque développe essentiellement la corruption d'agents publics, donc d'abord pakistanais, c'est une banque donc pakistanaise, puis dans le monde entier, et contracte de nombreux prêts qui vont être fictifs. Donc il y a même un des clients de la BCCI qui a ainsi contracté des prêts fictifs pour un montant total qui s'élève à 1 milliard de dollars. Donc ces prêts fictifs sont concédés directement d'ailleurs aux fondateurs et aux cadres dirigeants, et l'édifice est dès le départ en fait un château de cartes dont les fondations apparaissent donc fictives. Pour couvrir ces prêts fictifs, donc en fait des prêts fictifs d'ailleurs en 2 mots c'est des prêts concédés jamais remboursés, hein. Donc la banque se voit obligée de jongler en permanence avec les avoirs de ses clients, qui sont souvent des modestes travailleurs émigrés du sous-continent indien pour cacher les pertes. Donc on est dans un vrai schéma de pyramide à la Ponzi, dont les entrées de fonds doivent en permanence dissimuler les pertes en fait, dans une fuite sans fin. Donc en plus de ces opérations de prêts fictifs qui permettent à la BCCI de s'acheter d'influents décisionnaires, elle accepte également, ça ne la dérange pas, d'accepter l'argent des plus grands dictateurs de l'époque, donc pilleurs de fonds publics, comme Saddam Hussein en Irak ou Ferdinand Marcos aux Philippines. La BCCI propose aussi de vrais services de blanchiment et d'évasion à ses clients, donc de riches politiciens, des hauts fonctionnaires, des hommes d'affaires, issus souvent du sous-continent indien également, bien sûr, mais d'Afrique, vont faire échapper ainsi une grande partie de capitaux hors de leur pays. Mais bien entendu, la BCCI, à l'époque, voit plus loin. Donc elle corrompt des dignitaires, des ministres. Elle se voit même confier ainsi les fonds de certains États. Et elle en profite pour prêter de l'argent à ces États en se présentant comme une alternative tiers-mondiste à l'époque, qui était une représentation très forte. Une alternative donc au FMI, qui était l'organisation occidentale par excellence. Ces activités criminelles sont opaques même auprès des autorités de régulation. La BCCI s'est en effet bien utilisée sa filiale basée aux îles Caïmans, dont on sait que la supervision bancaire est laxiste. Et bien entendu, très vite, la banque va intéresser le crime organisé. C'est dans son développement, on va dire, dans son business plan. Notamment blanchir l'argent de la drogue, donc n'est pas du tout un problème. La BCCI va blanchir l'argent du trafic d'héroïne, par exemple,
en Iran, au Pakistan, en Afghanistan, mais aussi en provenance du Triangle d'Or, en Asie du Sud-Est. Les cartels colombiens ont portes ouvertes, comme le général Noriega à la tête du narco-État du Panama qui place des dizaines de millions de dollars. Alors bien entendu, quand les commissaires aux comptes viennent contrôler la banque, ceux-ci se voient présenter des états financiers, une comptabilité truquée, et tout laisse croire à la solvabilité de la banque, alors qu'on est dans une, comme je vous le disais, dans une gigantesque pyramide de Ponzi, mais quand même sur la 7e banque mondiale. Et ce ne sera pas, bien sûr, la dernière fois qu'on verra ce schéma. Bien entendu, vous avez tous en tête la ferme Madoff à une autre échelle. Et la BCCI a de grandes ambitions, bien entendu, comme une banque mondiale. Après s'être installée en grande partie dans les pays en développement, elle souhaite bien sûr s'implanter aux États-Unis. Ce qui signera, on va voir, sa perte quelques années plus tard, où là encore la corruption est un bon moyen de s'offrir les bonnes faveurs des décideurs, où républicains, démocrates, sans distinction, bénéficieront de généreux fonds pour leur campagne. Comment donc de tels agissements ont pu avoir lieu pendant près de 2 décennies, donc sans être dénoncés? Alors c'est là où ma formation en géopolitique intervient, c'est-à-dire que pour avoir un tel monstre bancaire, il faut nécessairement se pencher sur les aspects géopolitiques et donc dès lors un petit peu étudier les différents acteurs, les intervenants, les rapports de force. Dès l'origine donc de la banque, Aga Hassan Abedi confie le management de celle-ci donc déjà à des personnes de confiance issues des mêmes racines que lui, c'est-à-dire des mouadjirs pakistanais. Les mouadjirs sont des émigrants en provenance de l'Inde lors de la partition Pakistan-Inde. Donc Aga Hassan Abedi constitue même aussi un groupe d'investisseurs qui comprend de très riches familles régnantes arabes comme celle de l'émir d'Abu Dhabi, l'émir Zayed. Et avec ces cautions, notamment l'émir Zayed, c'est une certaine caution morale, il y a une banque qui va investir, qui est la Bank of America, qui s'associe également. Donc la banque se place dès le début sur le marché donc, des pays émergents. La BCCI se présente comme la banque des pauvres, en fait, face aux banques des riches occidentaux. Pardon. Cette représentation est très forte donc d'être la banque des pauvres. Elle a toujours ce discours. Elle porte également un discours islamique, notamment en prévoyant de mettre en place des œuvres de charité, des initiatives pour le développement. Elle profite pleinement aussi d'un événement qui est une réelle aubaine. C'est, comme vous le savez, dans les années 70, les crises pétrolières apportent des fonds considérables via les pétrodollars. Il y a un nouvel équilibre économique qui se met en place et qui donne au Golfe un pouvoir géopolitique certain et permet un essor de la BCCI en attirant notamment les fonds de familles arabes qui s'enrichissent rapidement. Donc cette représentation de banque pour les pauvres est dans les faits totalement fausse, voire totalement opposée à la réalité où la BCCI en fait spolie ses clients les plus fragiles pour obtenir des fonds servant les intérêts des riches et des puissants. L'appui de puissants politiques est recherché par Aga Hassan Abedi et notamment sa relation avec l'émir Zayed est essentielle. Il faut noter qu'au même moment se constituent les Émirats arabes unis sous l'impulsion de cet émir, et cet émir est conseillé directement par Aga Hassan Abedi. Donc le crédit politique est immense, et il faut bien rappeler qu'officiellement, bien qu'officiellement actionnaire à la création de la BCCI, il semble que l'émir Zayed n'ait en fait risqué aucun capitaux. La structure du capital restera une grande énigme, sauf à savoir que la Bank of America elle a bien investi, elle va bien le regretter par la suite. Et cette banque où l'on peut en fait s'arranger facilement avec son fondateur, elle n'échappe pas bien sûr aux services secrets du monde entier. La banque est ainsi impliquée dans la vente d'armes des États-Unis vers l'Iran, ce qui s'avérera être l'Iran-Gate, mais aussi vers l'Irak de Saddam Hussein, la Syrie d'Hafez el-Assad, et bien entendu le Pakistan où Aga Hassan Abedi est très écouté, notamment auprès de son président, le général Zia. Il y a un événement géopolitique majeur qui va jouer aussi, c'est la BCCI qui devient l'intermédiaire des fonds nécessaires à la livraison d'armes des États-Unis, de l'Arabie Saoudite et du Pakistan vers les Moudjahidines afghans
qui sont en lutte contre les soviétiques pendant les années 80. Et donc là, on voit que la BCCI sait se rapprocher d'alliés puissants qui savent bien sûr regarder ailleurs dès lors que des questions se posent sur son fonctionnement, et notamment donc les États-Unis en premier. Mais l'influence s'achète, et la banque sait que, bien entendu, que c'est aux États-Unis que celle-ci est la plus puissante. Et donc son fondateur vise au plus haut, en fait, directement au niveau du président des États-Unis. Alors il investit d'abord par la corruption les milieux des démocrates, à cette époque qui ont le pouvoir, et petit à petit le cercle plus proche du président Carter et certains de ses amis. Il investit des millions de dollars dans les œuvres caritatives du président Jimmy Carter, et on retrouve donc celui-ci aux côtés de son ami Aga Hassan Abedi. Il agit de la même façon pour s'attirer aussi les faveurs du Premier ministre anglais James Callaghan. Donc ces cautions morales, on le voit par la suite, s'avèrent très puissantes jusqu'à la fin des années 80, où certains commencent à s'interroger un petit peu sur les activités de cette banque. Et tout de suite, on a Carter et Callaghan qui défendront leur ami Aga Hassan Abedi. Et celui-ci, bien sûr, a compris que des relations avec les puissants valaient blanc-seing face aux autorités de régulation bancaire ou à certains enquêteurs un petit peu trop soupçonneux. Et de la même façon, on verra que la CIA fait de l'obstruction lorsque l'on s'interroge sur la BCCI. Il s'avérera qu'il y a de nombreux indices qui laissent à penser que la CIA fut impliquée dans la fondation même de la banque, utilisant donc celle-ci pour toutes ses opérations en marge de la diplomatie officielle. Voilà donc en fait là où on note que le facteur géopolitique bien sûr est supérieur à toute forme de régulation, ou permet au moins certaines libertés, comme il y a un fait d'actualité que mon collègue vous présentera par la suite. Alors une dernière question, Vincent, oui. Comment cette histoire s'est-elle conclue? Alors la chute de la banque interviendra en 91. L'élément déclencheur, en fait, ce n'est pas du tout une enquête que ce soit par les États directement, mais juste par un policier infiltré en Floride. Il était infiltré pour essayer de confondre la banque avec le trafic de drogue en provenance d'Amérique du Sud. C'est lui qui a commencé à mettre le doigt dans cet engrenage, et tout de suite il y a eu la mise en faillite de la banque, et l'arrêt de la BCCI interviennent assez rapidement. Mais la justice ne parviendra jamais à juger son fondateur Aga Hassan Abedi, qui restera dans son pays d'adoption, donc le Pakistan, jusqu'à sa mort en 1995, protégé par le pouvoir qu'il avait bien sûr financé. Et personne d'ailleurs n'avait d'intérêt à ce que cette personne soit jugée. Donc l'objectif affiché initialement d'être la banque des pauvres fut donc en fait une escroquerie. Elle contribua surtout au sous-développement et en général, et à favoriser toutes sortes de criminalités possibles, comme je vous l'ai montré. Mais surtout, il y avait des centaines de milliers de déposants qui se sont trouvés floués là, pendant cette faillite, qui étaient souvent des travailleurs modestes, mais aussi des pays africains qui avaient déposé leurs réserves. Tout cet argent est parti en fumée. Il y a un rapport, il y a très peu de sources de littérature sur cette affaire, hein, qu'on a un petit peu vite oublié. Il y a le rapport des sénateurs américains Kerry et Brown qui estiment le trou laissé à 5 milliards de dollars, mais ce montant est certainement sous-estimé. Plusieurs l'évaluent jusqu'à une vingtaine de milliards. On ne saura jamais avec exactitude. En fait, l'enquête ne fut jamais poussée. Il faut se rappeler que de nombreux politiciens américains avaient des intérêts dans la BCCI, sans compter la CIA et de nombreux services secrets. Donc il n'y a jamais eu d'enquête fouillée, on n'a jamais su donc les rouages avec précision. Mais c'est un cas d'école qui, je pense, mérite encore, malgré les quelques années qui ont passé, qui mérite encore à être étudié.